Salut les dessineux et dessineuses! Aujourd'hui, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur les techniques de crayon de couleur. J'ai eu énormément de demandes pour en faire d'autres et je vous ai entendu. Pour cette fois, je vous ai concocté un bon gros tuto où je vais essayer de vous donner un maximum de clés pour faire de la fourrure réaliste au crayon de couleur. J'ai déjà eu des questions sur le sujet et je sais que la fourrure, ça pose problème à pas mal de monde. Alors, trêve de blabla, on a des poils sur la planche. C'est parti pour le tuto. Pour commencer, je vais vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Alors, mettons que je veuille dessiner du poil noir et court comme celui qu'il y a dans la petite photo en haut à gauche. Ce que je vois beaucoup faire chez les débutants qui ne savent pas comment dessiner le poil, c'est de commencer par recouvrir totalement la zone de poil avec une couleur grise, sans trop se soucier de la direction du poil. Donc, par exemple, si le dessin représente un chien noir, la personne va complètement recouvrir le chien avec cette couleur de base grise. Et ensuite, elle va prendre un crayon noir et essayer de représenter chaque poil en suivant plus ou moins la direction du pelage, mais avec des traits rigides et droits qui se ressemblent tous et qui sont un peu plantés en rang. Et au final, ça donne un effet pas naturel du tout et c'est pas du tout réaliste. Pour continuer dans la série de ce qu'il ne faut pas faire, admettons maintenant que je veuille faire du poil roux plutôt long, comme celui qu'on voit dans la petite photo en haut à gauche, et que je sois un peu moins débutante, donc j'ai quelques notions de dessin maintenant. Alors je commence par faire un petit croquis au crayon gris pour marquer l'emplacement des différents paquets de poils et me donner des repères. Ça c'est très bien, mais mon erreur ici c'est que je fais mon tracé beaucoup trop foncé. J'appuie trop sur mon crayon et le tracé va se voir sous le crayon de couleur, donc ça c'est pas top. En plus, si j'utilise du solvant pour fondre un peu mes couleurs, comme on va le voir plus loin dans la vidéo, le crayon gris risque de baver parce que le solvant agit dessus de la même façon que sur le crayon de couleur et ça risque de salir mes couleurs. Ensuite, j'ai repéré que la couleur la plus claire qu'on peut voir dans le pelage, c'est un jaune un peu ocre. Donc je prends un crayon de couleur ocre pour poser une couleur de base claire sur laquelle je vais venir faire monter les ombres et les détails ensuite. Ça, c'est une très bonne idée, mais par contre, j'appuie beaucoup trop sur mon crayon dès le départ, ce qui fait que ma base sera trop foncée et que je vais saturer mon papier très rapidement, parce qu'en appuyant comme ça, je vais écraser le grain. Du coup, je vais me retrouver très vite avec une surface lisse et brillante sur laquelle le crayon n'accroche plus et j'aurai beaucoup de mal à ajouter d'autres couches de crayon par-dessus pour faire monter le niveau de détail. En plus de ça, comme j'appuie fort, les coups de crayon se voient énormément, surtout que comme j'ai envie d'aller vite, je colorie avec un mouvement de va-et-vient pour couvrir rapidement mes surfaces parce que j'ai pas la patience, et je ne me soucie pas trop de colorier vraiment bien dans le sens des différents paquets de poils. Ça c'est vraiment une erreur. Quand on veut arriver à un rendu de poils réaliste, il faut toujours faire bien attention de colorier dans le sens du pelage de l'animal qu'on est en train de représenter. Il faut prendre le temps de faire les choses avec soin et avec finesse et faire attention au sens de chaque petit paquet de poils. Autre erreur que je fais là aussi sur la vidéo, c'est de ne pas prendre le soin de retailler mon crayon en cours de route. Et comme j'appuie beaucoup dessus, la mine s'use de plus en plus. Or, pour avoir un beau rendu, il faut travailler avec une mine bien taillée. Le fait que la mine soit bien taillée, ça permet d'aller remplir tous les petits creux du papier et d'avoir un rendu plus lisse, moins granuleux. Donc il faut vraiment penser à tailler son crayon régulièrement, surtout quand on travaille sur quelque chose d'aussi fin que de la fourrure. Alors là, sur la vidéo, je commence à ajouter les zones sombres autour des paquets de poils clairs pour les faire ressortir, mais je fais toujours les mêmes erreurs. J'appuie trop sur mon crayon et je fais des mouvements de va-et-vient, donc tous les traits de crayon ressortent et le rendu est très grossier. Mon erreur aussi, c'est de ne pas faire monter suffisamment mes valeurs intermédiaires avant d'utiliser mon crayon brun le plus foncé pour ajouter ces petits détails que je perçois comme les plus sombres. Et j'utilise un crayon brun trop foncé aussi par rapport au reste du pelage, en appuyant beaucoup dessus, donc ces détails sombres ressortent beaucoup trop par rapport au reste, ils ont l'air totalement déplacés. Et à la fin, là, je voudrais ajouter un peu de complexité sur les zones de pelage les plus claires en reprenant mon crayon ocre, mais comme j'ai fait une base trop foncée, je suis obligée d'appuyer beaucoup sur mon crayon pour que les nouveaux traits que j'ajoute se voient, ma mine s'écrase et je ne peux pas travailler dans la finesse. Donc au final, je termine avec quelque chose de brouillon et de grossier, où on voit tous les coups de crayon, et qui a l'air tout plat aussi, parce que je n'ai pas créé suffisamment de complexité dans le pelage pour donner vraiment cette impression que certains paquets de poils passent au-dessus des autres. On ne perçoit pas du tout la lumière non plus, l'échelle de valeur n'étant pas suffisamment travaillée.
Quand je plisse les yeux pour regarder ce dessin, c'est assez plat au niveau des valeurs. Et si les paquets de poils me sautent aux yeux, c'est parce qu'ils sont comme détourés par les traits de crayon plus sombres et les contours au crayon gris qui se voient encore sous la couleur. Et typiquement, tous les contours nets sont totalement anti-réalistes. Si vous voulez tendre vers un rendu réaliste, que ce soit comme ici pour faire de la fourrure, ou bien pour faire du portrait, du paysage ou n'importe quoi d'autre, il faut à tout prix éviter de détourer les choses avec des contours nets. Parce que dans la réalité, ce qui nous permet de percevoir les formes et les contours des objets, ce sont les différences de valeurs. Les différences de couleurs jouent un rôle aussi, mais ça passe après les valeurs. Donc c'est cette échelle de valeurs qu'il faut s'appliquer à reproduire pour obtenir des effets réalistes, même quand on travaille avec de la couleur. Donc avant de passer aux démos, je vais vous montrer rapidement les techniques que je vais employer tout au long de la vidéo pour éviter toutes les erreurs que je viens de citer. D'abord, c'est en effet une bonne idée de poser une couleur de base claire sur laquelle bâtir le reste. Donc on va choisir pour ça la couleur la plus claire qu'on peut percevoir dans le pelage. Mais pour poser cette couleur de base, je vais m'appliquer et prendre le temps de faire ça bien. Déjà, je vais travailler avec une mine bien taillée et je vais colorier sans appuyer en faisant des petits mouvements circulaires avec la mine de mon crayon pour éviter tous les traits de crayon et obtenir un rendu homogène. Donc là sur la vidéo, vous voyez la mine de mon crayon fait des petits cercles. Je ne fais surtout pas le mouvement de va-et-vient que je faisais juste avant sur le carré de fourrure rousse. Si vous faites attention, vous verrez que je tourne régulièrement mon crayon sur lui-même aussi. Ça c'est pour que ma mine reste pointue plus longtemps. Ça permet qu'elle s'use lentement de tous les côtés et pas sur un seul côté. Je tiens le crayon assez à plat aussi et regardez où est ma main. Elle est bien en arrière sur le crayon, ce qui m'évite automatiquement d'appuyer trop fort. Et je progresse comme ça avec régularité pour couvrir petit à petit toute la surface de papier que je veux couvrir. Alors évidemment c'est très long, mais s'il y a bien une chose à savoir sur le crayon de couleur, c'est que c'est un médium très lent qui prend beaucoup de temps. Je l'ai déjà dit dans ma précédente vidéo sur la manière de colorier proprement au crayon de couleur, mais je le répète pour que ça rentre. Et je pense que je le répéterai à peu près à chaque vidéo de crayon de couleur. Parce que je pense que beaucoup de gens n'arrivent pas au résultat qu'ils souhaitent en crayon de couleur, tout simplement parce qu'ils veulent aller vite. Donc ils bâclent ou ils superposent trop peu de couches de crayon, et en faisant ça, c'est impossible d'arriver à un beau rendu réaliste. Donc si vous n'êtes pas du tout patient, peut-être que le crayon de couleur n'est pas fait pour vous, et il n'y a pas vraiment de raccourci avec ce médium, donc quand on commence un dessin au crayon de couleur, il vaut mieux être prêt dès le départ à y passer beaucoup d'heures. Une fois que j'ai posé ma base claire bien proprement, je vais pouvoir commencer à faire monter les détails par-dessus. Alors pour dessiner le poil, il ne faut pas faire des traits rigides qui se ressemblent tous comme j'ai montré tout au début de la vidéo pour le poil noir, ni faire des mouvements de va-et-vient grossiers comme j'ai montré ensuite pour le poil roux. Il faut faire des mouvements courbes en effleurant le papier et en faisant des poils qui soient tous un peu différents les uns des autres. Donc tout en suivant la direction générale de la fourrure, il faut malgré tout faire varier la direction des poils, leur longueur et l'endroit d'où ils partent pour obtenir un effet un peu plus naturel. Généralement, je commence avec des couleurs assez claires et plus ça va, plus j'utilise des couleurs foncées pour bâtir tranquillement la complexité du pelage couche après couche. Parfois, j'utilise des stratégies un petit peu différentes, on verra ça plus loin dans les démos, mais globalement, on va plutôt du clair au foncé. Je n'appuie pas plus sur mon crayon pour obtenir des couleurs foncées, je prends simplement un crayon plus foncé, toujours pour préserver le plus possible le grain du papier, parce que pour obtenir un rendu réaliste, je vais avoir besoin de superposer énormément de couches de crayon, et pour ça, j'aurai besoin du grain du papier, sinon mon crayon n'accrochera plus. C'est seulement vers la fin, quand j'aurai bien la complexité nécessaire et que mon échelle de valeur sera bien établie, que j'appuierai un peu plus sur mon crayon pour effacer le grain et adoucir le rendu. Mais ici, je suis pas allée jusque là, je vous montrerai ça plus loin dans les démos. Là, je voulais juste vous montrer en temps réel les techniques que je vais utiliser et les mouvements que je fais. Donc vous voyez que j'effleure simplement mon papier avec la mine de mon crayon avec des mouvements courbes. J'entrecroise les poils et j'essaye de les faire un peu plus épais à la base et un peu plus fin au bout pour donner un effet encore plus réaliste. Et c'est vraiment le fait de complexifier en superposant des couches de poils de différentes tailles, de différentes formes et de différentes couleurs et en les croisant par endroits qui va permettre de donner du volume à la fourrure. Petit à petit,
tous ces petits détails empilés les uns sur les autres, couplés avec le fait d'ajouter des ombres au bon endroit évidemment, vont donner cette impression que la fourrure est constituée de différentes couches et qu'il y a des poils qui passent par-dessus d'autres. Si on ne complexifie pas suffisamment, notre cerveau perçoit qu'il manque des détails et des dimensions à la fourrure et elle nous apparaît plutôt plate. Les longs traits de crayon un peu sinueux vont permettre de suggérer du poil long, mais pour du poil court, le principe reste exactement le même, c'est juste que je vais faire des traits de crayon plus courts. Parce que même dans une fourrure courte, il y a du mouvement, les poils partent dans des directions un peu différentes, donc c'est important de mimer ça et de ne pas faire des petits traits tout droits plantés en rang. Il y a que quand je fais un pelage vraiment ras et un petit peu bigarré que je procède différemment. Là, j'ai plutôt tendance à faire des petits aplats de couleurs un peu en zigzag et ça va permettre de représenter les petites mouchetures qu'on peut voir dans la fourrure de certains animaux. Donc là, je fais effectivement un petit mouvement de va-et-vient, mais je le fais avec finesse sans appuyer sur mon crayon. Et comme précédemment, je superpose différentes couleurs pour amener de la complexité petit à petit. Autre technique que je vais beaucoup utiliser dans les démos qui vont suivre pour faire ressortir des poils clairs sur des poils foncés, c'est le fait de dessiner en négatif. Alors dessiner en négatif, ça veut dire foncer les valeurs autour de ce qu'on veut faire ressortir pour le détourer. Donc on va commencer par utiliser les couleurs les plus claires qu'on peut repérer dans le pelage, comme d'habitude. C'est ce que je suis en train de faire là sur la vidéo. Je pose une base de poils clairs. Et ensuite, je vais venir dessiner des poils sombres autour des zones de poils les plus claires, et c'est ça qui va les faire ressortir petit à petit. C'est une technique importante à comprendre parce qu'avec le crayon de couleur, on ne peut pas vraiment recouvrir des couleurs foncées avec des couleurs claires. On verra dans les démos qu'il est quand même possible, dans une certaine mesure, de poser du clair sur du foncé pour éclaircir un peu une zone, mais on ne peut pas vraiment récupérer totalement une valeur claire quand on a mis du foncé dessus. Donc il faut prévoir le coup, préserver les zones claires et foncer les valeurs autour pour qu'elles ressortent petit à petit. Sur la vidéo, vous voyez qu'on commence à voir apparaître petit à petit des paquets de poils plus clairs par contraste avec les poils bruns plus foncés que je dessine autour. Alors évidemment, je fais attention de ne pas créer de contours trop nets. Ça veut dire que je laisse quelques poils bruns manger un peu sur les zones plus claires pour casser un peu le contour. Mais par contre, je densifie beaucoup plus les poils bruns aux endroits des ombres. Alors évidemment, il faudrait que je continue à empiler des couches de poils pour arriver à un effet réaliste, mais comme c'est très long, je vais m'arrêter là. Je voulais juste vous expliquer le principe et de toute manière, je vais utiliser cette technique dans les démos et vous allez pouvoir voir ce que ça donne quand on pousse le rendu jusqu'au bout. Avant de passer aux démos, je voudrais vous montrer une dernière technique qui est utile quand on doit faire une fourrure foncée dans laquelle il y a plein de petits poils blancs qui ressortent. Pour le coup, ce serait très difficile de peindre autour de chaque petit poil blanc en négatif. Donc pour contourner le problème, il est possible de graver des poils blancs dans le papier. Si, vous m'avez bien entendu, je grave des poils moi. Pour ça, j'utilise un calque que je positionne sur mon papier et un crayon 2H parce que la mine est bien fine et bien dure. Sur mon calque, je dessine tous les petits poils blancs que je veux représenter en appuyant assez fort sur mon crayon de H pour marquer le papier. Ensuite, quand je vais venir appliquer ma couleur foncée par-dessus, le crayon de couleur ne pourra pas venir remplir les creux que j'ai créés et les poils blancs vont ressortir. Alors certaines personnes utilisent un scalpel ou un poinçon pour marquer directement le papier, mais le problème de ça, c'est qu'il y a plus de risque d'abîmer le papier déjà, et surtout on ne voit pas où est-ce qu'on dessine les poils blancs, puisque ça ne laisse aucune marque visible. Pour contourner le problème, j'ai vu des personnes coller du scotch de masquage transparent sur le papier et dessiner dessus avec un stylo à billes en appuyant bien fort pour marquer le papier au travers du scotch, un peu comme j'ai fait avec mon crayon au travers du calque. Personnellement, je suis pas trop fan non plus parce que le scotch peut abîmer le papier et la pointe d'un stylo à billes, c'est pas forcément très fin. Cette technique du calque, je l'ai jamais vue nulle part, donc je suis assez fière de ma trouvaille. Je trouve que c'est vraiment pratique parce que on voit où on dessine, on ne risque pas d'abîmer le papier, et le crayon de H étant par définition fait pour dessiner, on peut réussir à faire des choses assez fines. Donc cette technique, je ne vais pas l'utiliser dans les démos qui vont suivre, mais je voulais quand même vous la montrer, au cas où vous seriez un jour confronté à une fourrure sombre dans laquelle il y a plein de petits poils blancs tout fins, et ça peut être utile aussi pour faire des choses comme des moustaches de chat sur un fond sombre par exemple, ou des petits éclats de lumière très fins dans une chevelure.
Alors maintenant, place aux démos et avant de colorier, je vais vous montrer comment je prépare mes références photos parce que ça peut être utile. Si vous voulez tendre vers du réalisme, il faut utiliser une référence photo de bonne qualité sur laquelle la lumière est correcte, donc qui n'est ni surexposée ni sous-exposée et sur laquelle on voit bien les volumes. Il faut aussi être en mesure de zoomer pour pouvoir voir les détails de la fourrure et la direction des poils. Et souvent, moi, je me fais plusieurs versions de ma référence photo, comme vous pouvez voir là sur l'image. Donc en haut à gauche, c'est mon original. En haut à droite, j'ai appliqué un flou gaussien. Alors qu'est-ce que ça apporte le flou gaussien? Eh bien, ça permet d'effacer tous les détails et de visualiser d'un seul coup toutes les grandes masses. C'est comme de plisser les yeux en fait, sauf que ça évite de plisser les yeux, donc c'est moins fatigant. En bas à gauche, j'ai désaturé mon image pour la mettre en niveau de gris, ce qui me permet de voir en un seul coup d'œil l'échelle de valeur. Et en bas à droite, j'ai joué sur les niveaux, ce qui me permet de modifier la luminosité et le contraste. Je vous montre la manip ici sur le carré de poil noir. Je suis dans le logiciel gratuit qui s'appelle GIMP. Je vais dans l'outil niveau et je déplace les curseurs. Et ça me permet de faire ressortir des choses qu'on ne voit pas bien sur la photo originale. Ici, par exemple, sur le carré de poil noir, ça me permet de voir un peu mieux les détails dans les ombres et ça rend aussi les couleurs plus saturées. Du coup, ça peut permettre de repérer des couleurs qui sont dans la fourrure mais qui sont difficiles à détecter. En l'occurrence, ici, l'original a juste l'air gris et noir, mais quand je pousse les niveaux comme ça, je me rends compte qu'il y a des teintes bleues et violettes dans la fourrure. Et ça, je vais pouvoir les ajouter avec mes crayons, ça va donner plus de profondeur et de vibration à mon dessin. Une autre chose que je fais aussi en amont pour avoir une idée des couleurs que je vais utiliser, c'est de cliquer à différents endroits de mon image avec l'outil pipette pour voir quelle couleur il y a réellement dans la fourrure. Et ça m'aide à sélectionner les crayons que je vais utiliser. Je sais que le choix des couleurs, c'est quelque chose qui tarabuste pas mal de monde, donc voilà pour ma petite astuce, j'espère que ça vous aidera. Mais en réalité, je vais vous dire, les couleurs exactes importent peu. Tant que vous reproduisez bien l'échelle de valeur, le résultat aura l'air réaliste. Moi, souvent, je mets plus de couleurs que sur les originaux pour amener plus de vibrations à mes images. Donc, vous cassez pas trop la tête avec le choix de vos couleurs. Tant que ça reste à peu près dans la même gamme de tons que votre référence photo et que vous suivez bien l'échelle de valeur, ça rendra bien à la fin. Donc maintenant, on est parti pour le petit carré de poil noir et je vais commencer par poser une couche de bleu clair en guise de couleur de base. L'erreur que font beaucoup de personnes quand elles représentent du poil noir, c'est d'utiliser uniquement des couleurs grises et noires, ce qui peut donner un aspect terne et vieux à l'animal qu'elles sont en train de dessiner. Souvent, il y a d'autres teintes qui sont perceptibles dans la fourrure noire, comme je vous ai montré juste avant en jouant sur les niveaux. En l'occurrence ici, ce sont des teintes bleues et violettes, donc c'est ça que je vais utiliser pour faire ma base. Mais parfois, on peut aussi détecter des teintes plutôt rouges ou rousses. Le fait d'introduire ces couleurs-là dans la base de la fourrure, ça va vraiment lui donner plus de profondeur et lui donner l'aspect plus brillant et plus vibrant que si on utilisait uniquement des gris et des noirs. Donc ici, vous voyez, après avoir posé ma couleur de base bleu clair, j'ai commencé à représenter des poils en alternant entre du bleu et des rouges violets. Alors j'ai pas envie de m'attarder sur les noms exacts des couleurs à chaque fois parce que ça n'a pas vraiment d'importance pour moi, mais comme je sais qu'il y a toujours des personnes qui veulent des précisions là-dessus, je vous mets les noms des couleurs à l'écrit en haut de l'écran. Comme ça, si vous voulez retrouver exactement une de ces couleurs ou que vous voulez essayer de refaire ces carrés de poils en utilisant exactement les mêmes couleurs que moi, eh ben vous pourrez. Et les liens pour télécharger les photos seront dans la description si vous voulez refaire ces démos pour vous entraîner. Ce sont des photos libres de droit, donc vous pouvez les utiliser sans problème. Donc là, sur la vidéo, j'ai commencé à délimiter un peu les zones de fourrure les plus foncées des zones de fourrure les plus claires, en fonçant les ombres avec un gris très très foncé. Vu qu'on est sur des dominantes froides entre les bleus et les violets, j'ai choisi un gris froid, mais je continue quand même d'introduire des bleus et des violets dans la fourrure. Mon but, c'est de mettre suffisamment de couches de crayon sur le papier pour pouvoir mettre un coup de solvant sur cette base, ce qui va me permettre de remplir complètement tous les creux du papier avec de la couleur et de ne plus avoir de petits points blancs avant de continuer à foncer et complexifier la fourrure. Du coup, je ne pars pas trop dans les détails fins parce que je sais que le solvant va venir lisser tout ça. Une fois que j'ai bien dégrossi les grandes zones de fourrure, je remets une couche de bleu clair par-dessus tout ça en coloriant avec des petits mouvements circulaires pour vraiment m'assurer qu'il y a suffisamment de couleurs partout. Et après ça, je vais pouvoir appliquer mon solvant.
Alors en guise de solvant, vous pouvez utiliser tout ce qui est essence de térébenthine, white spirit ou alcool à friction. Faites juste attention d'acheter ça en magasin Beaux-Arts et pas en magasin de bricolage pour vous assurer que c'est bien prévu pour l'usage artistique et que ça ne va pas endommager votre dessin. Moi ici je vais utiliser du Zestit qui est un solvant spécialement prévu pour le crayon de couleur. Je l'aime bien parce qu'il est moins toxique que les autres solvants et il sent un peu l'orange, donc c'est plus agréable que l'essence de térébenthine ou le white spirit dont j'ai beaucoup de mal à supporter l'odeur. Malgré tout, ça reste un solvant, donc il ne faut pas respirer les vapeurs trop longtemps. C'est pour ça que moi, je le mets dans des petits récipients avec couvercle que je peux fermer quand je ne m'en sers pas. Ma petite astuce, c'est d'en avoir toujours deux. Si vous regardez bien, vous pouvez voir que dans celui de gauche, le solvant est un peu coloré, tout simplement parce qu'il est sale. Ce qui se passe quand on trempe dans le solvant un pinceau qu'on a appliqué juste avant sur du crayon de couleur, c'est qu'il y a des pigments de crayon de couleur qui sont relâchés dans le solvant et ça le salit. Si on revient avec du solvant contaminé sur un dessin, ça peut le salir. Donc moi, je rince toujours mon pinceau dans le pot de solvant sale, je l'essuie et après, je peux le tremper dans le pot de solvant propre pour pouvoir amener du solvant bien clair sur ma feuille. Et avant d'appliquer mon pinceau chargé de solvant sur le crayon de couleur, je le tamponne sur un essuie-tout pour retirer l'excédent de solvant de la brosse et éviter d'en amener de trop sur mon papier. J'applique le solvant d'une main légère, sans appuyer sur le pinceau. Alors quand je fais de la fourrure comme ça, mes coups de pinceau vont généralement dans le sens du poil. Il n'y a que quand je veux atténuer un peu certains traits de crayon que je passe dessus avec des petits mouvements circulaires. Mais évidemment, le solvant, ça fait pas de la magie non plus. Les poils que j'ai dessinés vont rester visibles, surtout ceux qui sont foncés. Alors c'est pas grave du tout puisque c'est ma base et je vais continuer d'ajouter des poils par-dessus. L'important c'est que grâce au solvant, ma couleur un peu gris clair a rempli tous les creux du papier. J'ai plus du tout de petits points blancs, c'est comme si le grain du papier avait été effacé. Mais l'avantage c'est que même si on ne le voit plus, le grain est toujours là, je ne l'ai pas écrasé et une fois le solvant sec, je vais pouvoir continuer à travailler. J'aurai toujours une bonne accroche des pigments sur mon papier. C'est important de bien laisser sécher le solvant avant de recommencer à crayonner par contre, parce que si vous revenez avec vos crayons de couleur sur un papier encore un peu humide, vous allez sérieusement l'endommager. Donc moi j'attends généralement 20 à 25 minutes minimum. Si je peux, je pars faire autre chose et je laisse ça sécher plusieurs heures, mais c'est sans doute excessif. En tout cas ici mon papier était bien sec et j'ai recommencé à travailler sur mon carré de fourrure noire. J'ai pris un polychromos noir pour commencer à vraiment foncer les ombres maintenant que ma base est bien établie. J'aime bien commencer avec le polychromos noir parce que comme les polychromos sont à base d'huile, ils sont un peu plus secs et translucides que des Prismacolor ou des Luminance qui sont eux à base de cire donc plus gras. Du coup ça me permet de commencer à amener du noir sans trop boucher toutes mes ombres si je peux dire. Les polychromos sont top pour faire du poil aussi puisque leur mine est un peu plus dure et reste bien pointue, donc c'est pratique pour faire les détails fins. Mais vous verrez que tout au long de la vidéo, j'alterne beaucoup entre les polychromos et les Prismacolor. La mine des Prismacolor est très crémeuse et s'écrase beaucoup plus que celle des polychromos, donc ils sont sans doute moins adaptés pour faire du poil, mais je les aime bien quand même parce que leur texture soyeuse fait qu'ils ont une bonne accroche sur le papier. Je les utilise beaucoup pour faire les couches de base parce qu'ils couvrent le papier un peu plus facilement que les polychromos et j'essaye d'utiliser plutôt les polychromos pour affiner les détails. Mais vous verrez que je suis pas super stricte non plus. Si j'ai une couleur mieux adaptée dans l'une ou l'autre des deux marques, je prends celle-là. Je me rappelle juste d'avoir la main un peu plus légère quand j'utilise un Prismacolor pour faire du poil, histoire de pas trop appuyer sur la mine et éviter qu'elle s'écrase de trop. Ici, en l'occurrence, j'ai utilisé des Prismacolor gris clair pour détailler un peu le poil sur les zones les plus claires de la fourrure, histoire de ne pas avoir de contraste de valeur trop fort avec les zones les plus sombres. Et maintenant, j'amène un peu de bleu dans les ombres avec un polychromos indigo foncé. Donc je continue d'amener quelques couleurs dans la fourrure. Et maintenant, je sens qu'il faut que je fonce vraiment les valeurs qui ont besoin de l'être. Et comme mon Prismacolor noir est arrivé au bout de sa vie et qu'on ne peut pas acheter les Prismacolor à la pièce ici en France, je prends un Luminance noir de Caran d'Ache à la place. C'est aussi un crayon à la cire, donc le noir est plus profond et plus mat que le polychromos noir. Et ça me permet de vraiment bien foncer les parties de la fourrure qui ont besoin de l'être. Alors je fais attention de ne pas tout recouvrir avec ce noir pour ne pas terminer avec une surface complètement uniforme. Je veux qu'on continue de percevoir par endroits les couleurs que j'ai mises dans ma base. À ce stade, je fais attention aux détails aussi. Je passe autour des poils un peu plus clairs pour les faire ressortir. Je dessine en négatif autour de la bordure de poils clairs en bas à droite.
Maintenant, je voudrais éclaircir un peu certaines zones claires et pour ça, je vais prendre un crayon blanc. Alors c'est pareil, mon Prismacolor blanc que j'aimais beaucoup parce qu'il était très crémeux et très couvrant est arrivé au bout de sa vie. Donc je l'ai remplacé par ce crayon blanc de Chine de la gamme Derwent Drawing. C'est un des blancs les plus crémeux et opaques que j'ai trouvé, il est vraiment génial. Par contre, je le commande à l'étranger, donc si ça vous embête, vous pouvez utiliser un luminance blanc, même s'il est un peu moins soyeux et couvrant, ou bien le blanc de Chine de la gamme Derwent Artist, ou encore le blanc de la gamme Derwent Lightfast. Ces deux derniers, vous les trouvez sur le site du Géant des Beaux-Arts. Je m'arrête un petit peu là-dessus parce que j'ai cherché longtemps par quoi remplacer mon Prismacolor blanc et je sais qu'il y a des gens en recherche de blanc soyeux et opaque là dehors. Donc si vous en faites partie, vous pouvez trouver le Derwent Drawing blanc de Chine sur le site de Jackson's Art. Je demanderai à Pete de vous mettre le lien dans la description. Fin de la parenthèse sur les crayons blancs. Vous voyez qu'ici, je suis en train de repasser sur certaines zones claires avec mon blanc en appuyant légèrement dessus. Ça ne me permet pas de dessiner des poils tout fins, c'est ce que je vous disais tout au début de la vidéo, mais ça me permet quand même de récupérer quelques lumières par endroit. Et après ça, je peux repasser par-dessus avec un crayon bleu clair pour les teinter légèrement à nouveau. J'utilise pour ça le même Prismacolor bleu clair qui m'a servi de base tout au début pour garder de la cohérence dans mes couleurs. Ensuite, je repasse sur des couleurs foncées, donc du gris foncé et du noir, pour approfondir un peu certaines ombres et les faire contraster avec les zones claires que je viens de faire ressortir. Après quoi, je voudrais adoucir un petit peu mon rendu, parce que là, je trouve qu'on voit un petit peu trop les coups de crayon. J'aimerais bien rendre ma fourrure un peu plus soyeuse, et pour ça, je repasse sur l'ensemble avec mon crayon bleu clair, en faisant des petits mouvements circulaires et en appuyant un peu dessus. Donc je brunis, mais sans mettre trop de pression non plus, parce que je veux pouvoir mettre encore un peu de crayon par-dessus pour récupérer les détails qui vont se retrouver lissés dans l'opération. Donc je veux préserver encore un peu le grain de mon papier. Alors si vous ne savez pas ce que veut dire brunir, je vous invite à aller voir ma précédente vidéo intitulée Comment colorier proprement au crayon de couleur, j'explique ça dedans. En tout cas, vous voyez qu'après cette opération, ma fourrure est comme lissée avec un aspect un peu brillant. Alors ici, je vous montre rapidement une petite astuce. Quand j'ai des miettes de crayon de couleur un petit peu partout, je les balaye avec un gros pinceau très souple et ça évite qu'elles ne bavent partout sur mon dessin. J'arrive maintenant en phase de finalisation de ma fourrure et je vais faire remonter quelques détails qui se sont un peu aplatis. Pour ça, j'alterne entre mon crayon blanc et des crayons de couleur foncée. En guise de couleur foncée, je n'utilise pas que du noir, je remets aussi les bleus et les rouges-violets que j'ai déjà utilisés pour ramener à nouveau certaines vibrations colorées dans la fourrure. Avec le crayon blanc, en appuyant pas mal dessus, j'arrive à remettre quelques petits poils plus clairs sur la base foncée. Alors ça, je peux le faire parce que de une, mon crayon est très très crémeux et opaque, et de deux, mon papier me le permet. Déjà parce que j'ai préservé le grain au maximum jusqu'à la fin, et aussi parce que le papier que j'utilise, qui est le Painton de Clairefontaine, est vraiment super. Malgré le fait qu'il est lisse, il permet d'empiler un nombre assez incroyable de couches de crayon. C'est pas le cas de tous les papiers, je vous en reparlerai tout à la fin de la vidéo parce que j'ai eu des expériences bien moins heureuses avec d'autres papiers lors de la conception de cette vidéo et j'ai pris conscience à quel point le support est important pour obtenir ce type de rendu. Donc voilà ce carré de fourrure noire terminé, vous voyez qu'on est bien loin des traits noirs plantés en rang et que c'est du travail pour obtenir ce type de rendu. Et si vous avez l'impression que j'ai fait ça très vite, dites-vous bien que la vidéo est accélérée jusqu'à 16 fois sur certaines séquences. Dans la réalité, j'ai mis à peu près 1h30 pour faire ce carré de 6 cm de côté, mais le résultat en vaut la peine. On passe à la suite maintenant. Cette fois, je vais faire un petit carré de fourrure très rase et un peu bigarré. Donc là, on sera sur des couleurs fauves pour changer du noir. Et comme je sais que certaines personnes n'auront pas envie d'utiliser du solvant, je vais faire sans ici. Je vais simplement utiliser la technique du layering, donc la superposition de couches de crayon et le brunissage en fin de parcours pour lisser mon rendu comme j'ai fait avec la fourrure noire. Et tout à la fin, je vais aussi vous montrer une petite astuce très cool pour récupérer des petits poils clairs tout fins qu'il est impossible de préserver. Donc ici, j'ai commencé par poser ma base claire avec des couleurs ocre. Pour la petite astuce dont je viens de vous parler, c'est très important d'avoir cette base bien claire en dessous du reste, sinon ça ne marchera pas. Et là, je passe progressivement sur des crayons un peu plus foncés, d'abord plutôt de couleur rousse et après je vais passer à du brun. Et je commence à délimiter les différentes zones de pelage que je vois sur ma photo en utilisant le petit mouvement de va-et-vient un petit peu en zigzag comme je vous ai montré tout au début de la vidéo pour obtenir un effet un petit peu moucheté. À
ce moment-là, je ne regarde pas ma référence photo originale, je regarde celle-là où j'ai appliqué le flou gaussien, parce que dans cette fourrure, il y a tellement de petites variations que je risque de me perdre si je regarde les détails. Pour l'instant, je m'applique à dégrossir les grandes zones de couleur en alternant entre des roux, des bruns et des ocres, et je ne pars pas sur des couleurs trop foncées. Donc évidemment, je n'appuie pas sur mon crayon, je superpose tranquillement mes couleurs en essayant de poser les différentes teintes au bon endroit. Si vous regardez sur la photo, il y a des endroits où la teinte globale est d'un brun plutôt clair, presque gris, et d'autres endroits où le brun est plus foncé et plus chaud. Il y a aussi des zones de fourrure où la teinte de fond est un peu rousse, je les ai couvertes avec de l'ocre brûlé, et d'autres zones où on est plutôt sur des tons fauves, donc là j'utilise des ocres jaunes et des couleurs sable. Une fois que j'ai cette base qui est bien posée et qui me permet de repérer les différentes zones de la fourrure, je vais pouvoir commencer à faire un peu plus attention aux détails. Donc là, je regarde à nouveau ma référence photo originale et je commence à délimiter un peu plus précisément les différents petits poils que je peux voir. Alors moi, je ne pousse pas dans l'hyper-réalisme, donc ça m'est égal de ne pas représenter chaque poil avec exactitude. Je trouve ça trop long et fastidieux, mais j'observe quand même ma référence avec attention et j'essaye de placer mes poils de différentes couleurs en y collant au plus près. J'alterne entre mes couleurs claires et mes couleurs foncées. Je commence par les couleurs claires, celles qui sont un peu ocre et rousses, puis je passe sur des bruns plus foncés. Et ensuite, je repars généralement sur des couleurs plus claires pour ajuster mes valeurs claires par rapport à mes valeurs foncées et ne pas creuser trop d'écart entre les deux. Et en remettant par endroits des couleurs claires par-dessus les autres couches, je renforce la saturation des couleurs fauves et rousses aux endroits qui en ont besoin. Donc là, pour l'instant, je travaille avec un brun foncé pour intensifier un peu les zones brunes, mais dans un instant, je vais reprendre des couleurs ocre, puis de l'ocre brûlé qui est un brun roux pour couvrir les zones un peu trop claires et renforcer la coloration des zones fauves et des zones rousses. Donc ça y est, c'est ce que je suis en train de faire là sur la vidéo et vous voyez que quand j'ajuste la teinte et les valeurs comme ça, je fais plutôt des petits mouvements de va-et-vient en zigzag ou des petits mouvements circulaires pour couvrir mes surfaces. Je repartirai sur des petits traits courbes juste après quand je recommencerai à détailler le poil. Donc pensez à changer vos gestes en fonction de l'effet que vous souhaitez obtenir. Évitez de faire toujours la même chose en mode pilote automatique. Là, vous voyez que, hop, quand j'ai repris le crayon brun, j'ai changé à nouveau de geste. Je suis repassée sur des petits traits courbes pour détailler le poil. Évidemment, comme la fourrure est très rase, je fais vraiment des tout petits traits en suivant la direction du pelage, exactement comme je vous ai montré tout au début de la vidéo. Et une fois que j'ai ajouté suffisamment de poils bruns, je repasse à nouveau sur une couleur ocre. Ensuite, je reprendrai aussi une couleur un peu rousse et je vais continuer comme ça de détailler le poil en alternant entre mes couleurs jusqu'à ce que je juge que j'ai la complexité nécessaire. La difficulté sur ce carré de fourrure, c'est qu'on a pas mal de variations de couleurs. En revanche, au niveau des valeurs, si vous regardez là sur la petite vignette désaturée que je vous ai mise, on a quelque chose d'un petit peu plat. Il y a une ombre sur la droite, mais elle n'est pas très profonde. Et sinon, on a quelques petits poils plus clairs qui ressortent en bas à gauche. Mais les couleurs vont vraiment aider à bien distinguer les différentes zones de la fourrure. Du coup, je travaille vraiment dessus. Alors une fois que j'estime avoir suffisamment complexifié le poil, je repasse un peu sur certaines zones de la fourrure avec un petit mouvement de va-et-vient pour intensifier un peu la saturation de mes couleurs à certains endroits. Donc comme d'habitude, j'ai commencé par ajouter des couleurs ocre, puis ma couleur rousse, et je termine en ajoutant aussi des touches de brun foncé ici et là.
Et maintenant que le pelage est bien établi, il est temps de lisser un peu le rendu et d'effacer le grain du papier. Il n'est pas très présent parce que j'ai superposé énormément de couches de crayon, mais vous allez voir qu'après la petite manip que je vais faire ensuite, la fourrure sera beaucoup plus lisse et soyeuse et les couleurs plus vibrantes. Donc je prends ce crayon Blender transparent de Caran d'Ache qui est juste une sorte de bâton de cire. C'est le crayon Blender que je préfère. Et avec, je viens brunir la fourrure. Donc je repasse dessus en appuyant un peu sur le crayon Blender et en faisant des petits mouvements circulaires. On voit tout de suite que je suis en train de brunir parce que là où je suis passée, les couleurs sont beaucoup plus unifiées et vibrantes. Et aussi, ça fait des petites miettes de crayon de couleur partout parce que je viens éroder un peu les couches de crayon que j'ai superposées. Mais ça, c'est pas grave, un petit coup de balayage au pinceau et fini les miettes. Et cette étape du brunissage, elle va être cruciale pour réaliser la petite astuce que j'avais promis de vous montrer tout au début de la démo. Avant ça, je viens remettre quelques petits poils brun foncé pour recréer un peu de texture parce que le brunissage a un petit peu aplati la fourrure. Je suis obligée d'appuyer un petit peu sur mon crayon brun pour que la couleur accroche vu que j'ai pas mal écrasé le grain de mon papier en brunissant. Et maintenant, c'est parti pour la petite astuce trop cool qui va permettre de récupérer des petits poils clairs tout fins dans cette fourrure pour lui redonner un peu de volume et de texture. Pour ça, je vais utiliser ce petit scalpel pour gratter un peu les couches supérieures de crayon en faisant des petits traits pour figurer les poils. Je vous le mets en vitesse réelle ici pour que vous voyez bien ce que je fais. Je n'appuie pas sur le scalpel, je viens juste gratter délicatement les couches supérieures de crayon. Je ne vais pas jusqu'à gratter le papier. Et ce qui ressort, c'est la couleur qui est tout en dessous, celle que j'ai utilisée pour faire la base. C'est pour ça que je vous disais, c'est important d'avoir cette base claire, sinon ça marche pas. Parce que si j'ai uniquement des couleurs foncées en dessous, quand je vais gratter, je vais révéler ces couleurs foncées. Et je ne pourrai pas créer ces petits poils bien clairs et bien précis. Et pour réaliser cette technique, c'est important d'avoir une couche de crayon bien épaisse et bien lisse sur le papier, sinon quand on gratte, il se passe pas grand chose. C'est pour ça que j'ai bien bruni ma surface juste avant. Alors si vous comptez utiliser cette technique, je vous conseille de vous entraîner avant pour prendre le coup de main, parce qu'au début il faut apprendre à sentir un petit peu quel niveau de pression il faut exercer sur le scalpel et comment il faut le manipuler aussi. Par exemple, moi j'ai compris qu'il faut toujours gratter en descendant parce que si on gratte en faisant un mouvement qui remonte, le bout de la lame s'accroche dans le papier et vient le griffer, ça marche pas. Donc exercez-vous avant d'appliquer cette technique sur un de vos dessins, histoire d'éviter de ruiner tout ce que vous avez fait. Mais une fois qu'on a le coup de main, c'est vraiment très pratique pour faire remonter des détails clairs vraiment très fins. Et je vous avoue que ça a quelque chose de satisfaisant de gratter le crayon comme ça. Au bout d'un moment, moi, il faut que je retienne ma main pour pas trop en faire et ne pas en mettre partout parce que j'ai juste envie de continuer, c'est un petit peu bizarre. Alors pour faire ça, il est possible aussi d'utiliser un cutter tout à fait banal si vous n'avez pas de scalpel. Mais l'avantage de ce petit scalpel par rapport au cutter, c'est que la lame est légèrement souple, ce qui est plus pratique quand on veut faire des lignes un peu courbes et la pointe est vraiment très très fine. Donc là, c'est le moment où je dois me dire à moi-même d'arrêter pour ne pas continuer de gratter toute ma couche de crayon. Après ça, je reprends mes crayons pour ajouter encore quelques couleurs. Alors il est possible de remettre des couleurs par-dessus et de gratter à nouveau jusqu'à obtenir la texture désirée. Ici, j'aurais pu remettre un peu de brun très clair par-dessus les poils que j'avais grattés pour les fondre un peu plus dans le reste de la fourrure. J'aurais pu aussi ajouter un peu de brun foncé sur le côté droit pour foncer un peu l'ombre qu'il y a à cet endroit. Mais ça faisait déjà 2 heures que je travaillais sur ce carré de fourrure, donc je vous avoue que je commençais à en avoir un peu assez et à ne plus avoir un regard vraiment très objectif non plus. Donc j'ai décidé de m'arrêter là et je trouve que le résultat approche suffisamment du réalisme, à mon goût en tout cas. Surtout, là, je vous mets l'image en très gros plan pour que vous voyez bien ce qui se passe, mais dans la réalité, on ne regarde pas un dessin avec le nez collé dessus comme ça. Et moi, quand je regarde ce carré de fourrure à une distance normale, l'effet réaliste est bien là et me satisfait. Donc, on peut continuer de retoucher des petites choses indéfiniment, mais à un moment, il faut savoir dire stop. Donc, on va passer au carré de fourrure suivant. Le carré de fourrure suivant, c'est cette fourrure rousse plutôt longue que j'ai déjà utilisée en référence pour vous montrer ce qu'il ne faut pas faire. Et cette fois, je commence par faire un petit dessin au crayon gris pour délimiter les différents paquets de poils et me donner des repères, vu qu'ici on a quelque chose d'un peu plus complexe. Mais je n'appuie pas du tout sur mon crayon gris, j'effleure tout juste le papier pour ne pas le marquer. Et quand j'ai terminé de dessiner les grandes masses de poils que je peux voir, je tamponne le tracé avec une gomme mie-de-pain pour qu'il soit tout juste visible, parce que je ne veux surtout pas que le crayon gris ressorte par la suite sous le crayon de couleur, comme je vous avais montré dans la première version ratée.
Une fois que j'ai posé mes repères, je vais pouvoir appliquer mes couleurs de base. Alors, comme pour le carré de poil bigarré, à ce stade, je ne regarde pas ma référence photo originale, je regarde celle où j'ai appliqué le flou gaussien pour éviter de me perdre dans les détails et mieux percevoir les grandes masses de poils et les grandes zones de couleur. Et pour faire ma base, cette fois-ci, j'ai décidé d'utiliser des crayons aquarellables. En commentaire de ma vidéo et de mon article intitulé Comment colorier proprement au crayon de couleur, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont parlé des crayons aquarellables. Il semblerait que la différence entre les crayons de couleur classiques et les crayons aquarellables soit un peu obscure pour pas mal de monde, donc je vais profiter de cette petite démo pour en parler un peu. Les crayons aquarellables, ils ne sont pas à base de cire ou d'huile, ils sont à base de gomme arabique, qui sert aussi de liant à la peinture aquarelle classique et qui est soluble dans l'eau. C'est pour ça que, quand on applique de l'eau dessus, ils se dissolvent comme de l'aquarelle. C'est tout leur intérêt, ça permet de mélanger les couleurs facilement et de pouvoir combiner du crayonné avec des effets d'aquarelle. Certaines personnes m'ont demandé s'il était possible d'utiliser du solvant avec ces crayons. La réponse est non, le solvant ne dissout pas la gomme arabique des crayons aquarellables. Mais honnêtement, je vois pas l'intérêt d'utiliser un solvant potentiellement un peu toxique alors qu'on peut juste utiliser de l'eau. Il y a une personne qui m'a dit avoir des difficultés parce que quand elle applique l'eau, elle se retrouve avec des couleurs trop diluées. Alors c'est vrai que les crayons aquarellables vont se diluer beaucoup plus que des crayons de couleur classique sous l'effet d'un solvant, mais ici je vais vous montrer une petite astuce pour éviter de terminer avec des couleurs trop diluées. Avant ça, je termine d'appliquer les couleurs pour ma base. Alors c'est comme avec du crayon de couleur classique, je veux m'assurer d'avoir suffisamment de crayon sur le papier avant de venir diluer avec de l'eau, sinon c'est sûr que je vais terminer avec un truc tout palichon. Je dégrossis vraiment les grosses masses sans me soucier des détails parce que de toute manière quand je vais appliquer l'eau sur le crayon aquarellable, tout va bouger. Et je mets surtout des couleurs ocre et rousse, un tout petit peu de brun aussi pour marquer l'emplacement des zones les plus sombres, mais je ne pars pas sur des bruns trop foncés qui risqueraient de salir ma base en se mélangeant avec mes ocres et mes roux. Donc maintenant c'est le moment de diluer le crayon aquarellable avec de l'eau. Le but est le même qu'avec du solvant sur du crayon de couleur classique. Je veux remplir tous les petits creux du papier avec de la couleur pour effacer le grain sans l'écraser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que quand on active le crayon aquarellable avec de l'eau, la couleur change. Parfois le changement est léger, mais d'autres fois on a vraiment un gros écart entre la couleur sèche et la couleur une fois activée. Donc ce que je fais moi pour éviter les mauvaises surprises, c'est que je me fais un petit nuancier avec les couleurs que je pense utiliser et je mouille la moitié de mes petits carrés de couleurs. Comme ça je peux bien voir la différence entre la couleur sèche et la couleur mouillée et je sais à quoi vont ressembler mes couleurs une fois activées. Et voilà mon astuce pour éviter de trop diluer mes couleurs. Après avoir trempé mon pinceau dans de l'eau, je le tamponne sur une serviette ou un torchon pour retirer l'excédent d'eau de la brosse. Et quand je l'applique sur la couleur, je le fais en une fois, en effleurant tout juste mon papier, histoire d'éviter de déplacer trop les pigments. Si vous terminez avec des couleurs trop pâles, c'est soit que vous n'avez pas mis assez de crayon sur le papier, soit que vous avez mis trop d'eau dans votre pinceau pour activer le crayon, soit que vous êtes repassé trop de fois au même endroit et que ça a déplacé et donc enlevé trop de pigments, ou bien les trois à la fois. Donc j'espère que ces petites astuces aideront les personnes qui ont des difficultés avec ça. Après cette petite parenthèse technique, retour sur mon carré de fourrure rousse où je suis en train de diluer mes couleurs de base avec de l'eau et vous voyez que c'est vraiment pas la peine d'ajouter plein de détails avant de faire ça parce que l'eau vient vraiment lisser le tout, beaucoup plus qu'avec du solvant sur du crayon de couleur classique. Après avoir activé mes crayons aquarellables avec de l'eau, il faut que j'attende que le papier soit bien sec avant de continuer à travailler, sinon je risque de l'abîmer. Je pourrais tout à fait continuer de complexifier le pelage avec des crayons de couleur aquarellables, mais personnellement je préfère repasser sur des crayons de couleur classique. D'une part parce que j'ai pas beaucoup de crayons aquarellables et j'ai pas toutes les couleurs qu'il me faut dans ma gamme, et surtout parce que ça me fait toujours un peu peur de faire tout un dessin avec du crayon aquarellable sans l'activer ensuite. Une fois qu'il est activé et que les pigments sont bien rentrés dans le papier, aucun souci, ça ne bouge plus. On peut même revenir avec du solvant par-dessus, ça ne pose aucun problème. Mais tant que le crayon n'est pas activé, il suffit qu'une goutte d'eau tombe sur le dessin et c'est la catastrophe. Même de le toucher avec des mains un peu poisseuses, ça peut faire baver le crayon aquarellable s'il y a beaucoup de couches de crayon sur le papier. Donc pour cette raison, une fois que j'ai ma base, je préfère repartir sur des crayons de couleur classique et je suis sûre que là, si une goutte d'eau tombe dessus, il n'y aura aucun problème parce que les crayons à base de cire et d'huile repoussent l'eau. Mais après, c'est mon choix personnel, vous faites bien évidemment comme vous voulez avec le matériel que vous avez sous la main. Donc là, j'ai commencé à détailler le pelage.
J'utilise les mêmes techniques que précédemment, donc je place mes ombres autour de mes paquets de poils plus clairs et je détaille le pelage avec des mouvements un peu courbes. Et comme pour le poil bigarré précédemment, j'alterne entre des couleurs ocre, des couleurs rousses et des couleurs brunes un peu plus foncées. Par contre ici dans les ombres, je mets des couleurs un peu plus rouges parce que sur la version de ma référence où j'ai joué sur les niveaux, je peux voir que certaines zones du pelage contiennent des teintes vraiment rouges et orangées. Donc pour les ombres ici, j'aime bien utiliser les deux couleurs qui s'appellent Caput Mortuum et Caput Mortuum Violet de Polychromos. Ce sont des sortes de rouge-violet et le Caput Mortuum Violet est assez foncé. Le jeu ici, c'est de pousser la saturation des couleurs pour obtenir cette teinte bien rousse, mais sans faire quelque chose de trop orange non plus, sinon ce sera pas naturel. Donc j'utilise quelques oranges que je viens appliquer par-dessus les autres couches de temps en temps pour augmenter un peu la saturation de ma couleur rousse. Mais sinon, la plupart du temps, je reste plutôt sur des bruns roux, comme les couleurs terre cuite, ocre brûlé ou sanguine. Et de temps en temps aussi, je viens remettre des couches de couleur ocre et sable par-dessus le reste, avec des petits mouvements plutôt de va-et-vient cette fois, comme j'ai fait pour le poil bigarré avant, pour lisser la fourrure petit à petit et tamiser un peu les oranges qui seraient trop prononcés. Je l'ai déjà fait un petit peu plus tôt et je vais le refaire en fin de parcours avant de venir rehausser quelques lumières avec du blanc. Pour l'instant, je continue de complexifier la fourrure, en alternant toujours entre mes couleurs claires et mes couleurs foncées. Petit à petit, je viens préciser et intensifier les petites ombres d'occlusion très foncées qu'on peut voir à certains endroits, là où des touffes de poils se superposent et que la lumière ne passe pas. Même si elles sont bien noires sur ma référence photo, moi je veux pas les faire trop foncées parce que j'ai pas envie qu'elles détonnent avec le reste. Donc ça, c'est un petit choix personnel que je fais pour servir mon dessin. Donc je ne vais pas utiliser de noir pour foncer mes petites ombres d'occlusion, mais la couleur sépia foncé, qui est plus brune et légèrement plus claire que du noir. Je trouve que ça se marie mieux avec le reste. Ici, c'est le moment où je viens remettre une couche de couleur ocre sur la fourrure pour la lisser et la tamiser un peu. Donc je brunis, mais je ne mets quand même pas trop de pression sur mes crayons pour pouvoir ajouter encore quelques détails par-dessus. Sur les zones les plus claires, j'utilise le Prismacolor Coquille d'œuf qui porte bien son nom parce qu'il a une couleur beige clair de coquille d'œuf. Et pour les zones un peu plus foncées, j'utilise le Prismacolor Sable qui est un ocre jaune un petit peu plus foncé. Après ça, j'ajoute encore certains petits détails et puis je prends mon crayon blanc pour éclaircir un peu certaines zones de poils. Ça me permet de récupérer des lumières aux endroits où elles se sont un peu perdues. Alors j'aurais pu faire comme avec le poil bigarré, brunir un bon coup et puis venir gratter avec un scalpel pour récupérer des petits poils clairs très fins. Mais je me suis dit que certaines personnes auraient peut-être un peu peur de manipuler le scalpel, donc je voulais aussi montrer ce qu'on peut arriver à faire sans utiliser cette technique. J'essaye de vous montrer un maximum de choses dans ce tuto pour que vous puissiez choisir ce qui vous parle le plus dans la trousse à outils. Là, je suis en train de finaliser mon rendu en remettant quelques touches de couleur ocre par-dessus le crayon blanc pour fondre un peu mieux les rayons de lumière dans le reste de la fourrure. J'ajoute aussi quelques touches de orangé pour ajuster encore un peu la teinte à certains endroits et d'autres petits détails que je veux ajuster. Là, je suis vraiment en train de fignoler les dernières petites choses qui me sautent aux yeux et je vais décider de m'arrêter là pour ce carré de fourrure rousse. Donc voilà ce carré de fourrure rousse complètement terminé avec une base de crayon aquarellable. Et pour finir ce tuto, on va rester sur du poil long, mais cette fois j'ai voulu faire de la fourrure beige, presque blanche, parce que je sais que le poil clair comme ça, c'est quelque chose qui pose souvent problème. Comme ça, on aura vu de la fourrure noire, de la fourrure claire et des fourrures plus colorées dans lesquelles il y a des variations de couleurs. Évidemment, il y a encore des tas d'autres types de fourrures, c'est absolument impossible de tout couvrir, mais j'espère qu'avec ça déjà vous aurez des clés pour vous en sortir en fonction du type de fourrure que vous voudrez faire. Alors je commence comme pour la fourrure rousse par dessiner un peu les différents paquets de poils au crayon gris pour me donner des repères. Évidemment, comme ma fourrure est très claire, je fais d'autant plus attention à ne pas appuyer sur le tracé et à bien le tamponner avec la gomme mie-de-pain pour qu'il soit vraiment à peine visible. Et puis je commence à appliquer mes couleurs. Pour une fourrure très claire comme ça, je procède un peu différemment de d'habitude. Je ne pose pas de couche de couleur de base parce que ma base est quasiment blanche. Donc si je mets une couche de couleur partout, même très claire, je risque de perdre mes lumières. Ici, je commence plutôt par les ombres, ce qui me permet de baliser un peu ma fourrure et de bien délimiter mes paquets de poils. J'utilise pour ça une couleur assez claire pour ne pas risquer de foncer trop les ombres d'un seul coup. J'ai choisi la couleur Cinnamon de Polychromos qui a une teinte légèrement rosée parce que je perçois des tons un peu rosés dans les ombres de cette fourrure.
Comme avec la fourrure noire, l'erreur que font beaucoup de gens quand ils font de la fourrure claire, c'est d'utiliser trop peu de couleurs, donc uniquement des gris par exemple. Or, la fourrure blanche, elle n'est jamais vraiment blanche et grise. Il y a certes des gris dans les ombres, mais on repère souvent des tons un peu ocre, un peu rosés, des ombres violettes ou bleutées. Ici, en l'occurrence, ma fourrure tend vers le beige. Il y a des endroits où je perçois de l'ocre jaune, que je rajoute là où c'est nécessaire, une fois que j'ai bien cartographié mes touffes de poils et que je me repère un peu plus facilement. Après quoi, je prends la couleur Caput Mortuum, ce rouge-violet qui tend un peu vers le brun pour foncer toutes mes ombres. J'ai choisi cette couleur parce que, comme je disais, je perçois des tons rosés dans les ombres de cette fourrure beige. En l'occurrence, du coup, je suis partie sur quelque chose de plus rosé que sur ma référence photo, mais c'est pas grave, à la fin, vous verrez que ça fonctionne malgré la différence de teinte, parce que je suis bien mon échelle de valeur. C'est ce que je vous disais au début de la vidéo, vous n'êtes pas obligé de coller exactement aux couleurs de votre référence photo. Tant que les valeurs sont correctes, l'effet sera réaliste. Une fois que j'ai foncé toutes mes ombres, je prends un gris chaud clair pour ajouter des ombres légères et des détails sur les parties claires de la fourrure. J'ai choisi un gris chaud plutôt qu'un gris froid parce que ma fourrure tire sur le beige, donc elle a des dominantes chaudes et le gris chaud va mieux s'harmoniser avec le reste que du gris froid. Et je profite de l'avoir dans la main pour foncer la partie basse de mon carré de fourrure parce qu'elle se trouve un peu en dessous des paquets de fourrure qui sont juste au-dessus, donc il y a une ombre. Et de foncer cette partie-là, tout de suite, ça va faire ressortir les paquets de fourrure claire qui se trouvent au-dessus et ça va donner cette impression qu'il y a différentes couches dans la fourrure. Là, je suis passée sur la couleur bistre pour continuer de foncer cette partie-là, ainsi que les ombres sur le reste de la fourrure. La couleur bistre, c'est un brun clair qui tire plutôt sur le jaune. Ça va permettre de venir contrebalancer les tons rosés que j'ai posés avant. Donc en alternant comme ça entre des couleurs qui se complètent, c'est possible d'équilibrer petit à petit les teintes qu'on pose sur le papier jusqu'à obtenir quelque chose qui nous satisfait. Je renforce ensuite les tons ocre jaune sur certains paquets de poils et puis je passe sur le gris français 70% qui va me permettre de foncer encore mes ombres maintenant que j'ai bien établi où elles sont et de tamiser aussi encore un peu les tons rosés que j'ai mis avant. J'aime beaucoup les gris français dans les Prismacolor. Ce sont des gris mais ils tirent légèrement vers le brun pour les plus foncés et vers le beige pour les plus clairs. Donc ils sont encore un peu plus chauds que des gris chauds selon moi et du coup ils sont bien utiles pour faire ce type de fourrure. Si je les avais pas eu sous la main, j'aurais cherché des bruns un peu neutres qui ne tirent ni trop vers le rouge, ni trop vers le orange, ni trop vers le jaune. À partir de là, toutes mes grandes masses sont bien établies et je vais rentrer dans la phase où je vais juste ajuster les couleurs et les valeurs par petites touches ici et là. Donc je regarde bien ma référence photo et j'ajoute des petites touches de roux, d'ocre jaune, de rosé, de rouge-violet, de gris aux endroits où j'ai l'impression qu'il y en a besoin. Et je continue d'ajuster comme ça jusqu'à être satisfaite de l'aspect général de ma fourrure, parce qu'ensuite ça va être le moment de brunir un peu pour obtenir un rendu plus lisse et plus soyeux. Pour ça, je commence par prendre la couleur ivoire que je viens appliquer avec des petits mouvements circulaires sur tout le pelage, sauf sur les zones les plus claires qui sont presque blanches. Cette couleur ivoire étant légèrement vers du jaune, c'est la couleur parfaite pour du pelage beige et ça va venir contrebalancer gentiment les tons rosés que j'ai appliqués. Et quand j'ai terminé avec cette couleur ivoire, je prends mon crayon blanc que j'utilise pour brunir cette fois les zones les plus claires de la fourrure. Comme ça, je vais subtilement augmenter le contraste entre les zones qui sont très claires et celles qui sont un petit peu plus beiges. J'ai pas appuyé trop fort pendant le brunissage parce qu'évidemment en faisant ça j'ai aplati un peu les détails et je voulais pouvoir continuer d'ajuster le dessin. Et jusqu'à la fin c'est ça que je vais faire, des petits ajustements de couleurs et de valeurs ici et là. Je vais m'appliquer notamment à foncer les ombres qui ont besoin de l'être tout en les gardant intégrées dans le reste de la fourrure. Et pour ça, souvent, je remets un peu de couleur foncée pour assombrir une ombre et un peu plus tard, je repasse par-dessus avec mon crayon ivoire, un gris clair ou mon crayon blanc pour tamiser et intégrer cette ombre dans le reste de la fourrure. Sur un pelage clair comme ça, il faut faire un peu attention parce qu'on a besoin des tons sombres pour faire ressortir les tons clairs évidemment, mais tous les détails nets un peu trop sombres risquent de nous sauter aux yeux et de sembler peu naturels. Donc il y a un équilibre un peu subtil à trouver. J'ai pas utilisé de solvant sur cette fourrure beige parce que je ne voulais pas risquer de salir les parties les plus claires de la fourrure en amenant des pigments dessus et de toute manière il n'y en avait pas besoin ici. Les brunissages que je suis en train d'effectuer ici sur la fin suffisent à effacer le grain du papier et à donner un aspect soyeux à cette fourrure.
Donc là, j'arrive sur la fin. Quand je regarde le dessin, je me dis que j'aurais pu ajouter plus de jaune ocre sur certaines parties de la fourrure et fignoler encore quelques détails sur les parties les plus claires. Mais je vous avoue que là, j'avais passé ma journée à faire des carrés de fourrure et je commençais à être sérieusement fatiguée. Donc j'ai décidé de m'arrêter là-dessus. Et voilà les 4 carrés de fourrure côte à côte, vus à une distance normale, on va dire. Vous voyez qu'à cette distance, ça rend vraiment bien. Je suis vraiment contente de les faire réalistes. De toute manière, là, j'avais zoomé au maximum sur la fourrure des différents animaux de mes références photos. Dans la réalité, c'est rare d'aller jusqu'à ce niveau de détail, à moins de dessiner sur du format A1. Il y a des personnes qui le font, ceci dit, et je leur tire mon chapeau parce que c'est du boulot de dingue. Mais si vous dessinez sur du A4 ou du A3, vous n'allez pas zoomer autant sur la fourrure. Les principes resteront les mêmes, mais le niveau de détail sera moins important. Ceci dit, c'est un très bon entraînement de se faire des zooms sur la fourrure comme ça. Et pour terminer, je voudrais reparler un peu du papier que j'ai utilisé parce que j'avais dit que je le ferais et c'est un élément important pour obtenir un rendu de ce type. Pour ces démos, j'ai donc travaillé sur du papier Payton de Clairefontaine qui est un papier assez épais de 250 grammes par mètre carré destiné aux techniques mixtes. Il a l'avantage de supporter les techniques humides, donc aucun problème pour mettre du solvant ou de l'eau dessus. Mais le plus gros avantage que j'ai ressenti ici, c'est le fait de pouvoir superposer énormément de couches de crayon, malgré le fait que le grain du papier est lisse. Et pour pouvoir obtenir la complexité nécessaire à faire de la fourrure réaliste, c'est vraiment crucial. Au départ, j'avais fait une première version de ces carrés de fourrure sur du papier aquarelle à grain satin, le Fabriano Artistico Hot Pressed. Sur la photo, là, je les ai mis à côté de ceux que j'ai fait sur le Payton. Et la différence est flagrante pour la fourrure noire et la fourrure rousse notamment. Sur le papier aquarelle à grain satin, j'ai pas réussi à obtenir la même saturation des couleurs que sur le Payton, ni le même effet soyeux. Le problème que j'ai rencontré, c'est que le papier sature rapidement, donc très vite, je n'avais plus assez d'accroche pour ajouter des couches de crayon. Du coup, j'avais du mal à foncer mes valeurs, à augmenter la saturation de mes couleurs, à brunir, etc., etc. Je dirais que c'est un papier qui est très bien pour faire certaines choses, notamment pour combiner l'aquarelle et le crayon de couleur, mais pour la fourrure, il pose certaines complications. Quand j'ai refait ces fourrures sur le Payton, d'un coup, j'ai eu une sensation de facilité et de fluidité, donc c'est un papier que je peux vraiment recommander pour le crayon de couleur. Alors évidemment, je me doute que vous n'aurez pas tous du Payton sous la main, mais si vous avez des difficultés à reproduire les techniques que j'ai présentées ici, pensez peut-être à essayer un autre papier parce que c'est vraiment un élément clé. Ah, toutes ces histoires de poils, ça m'a donné envie de me dessiner une belle barbe comme celle de Pete. Après tout, je vois pas pourquoi il serait le seul à se pavaner avec sa barbe là. Mais c'est une barbe de débutant, ça. T'as fait des gros poils tout droit. C'est mieux comme ça? Laisse tomber, t'arriveras pas au niveau de ma barbe. Jamais. Bon, bah j'arrive pas à me faire une aussi belle barbe que celle de Pete. Vous, en revanche, j'espère qu'avec tous les conseils que je vous ai donnés dans cette vidéo, vous arriverez à dessiner la fourrure sans problème maintenant. N'hésitez pas à me partager en commentaire si vous avez trouvé ça utile. Et si vous avez des questions, je me ferai un plaisir de vous répondre. Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de liker, ça nous aide vraiment à rendre le contenu visible à un maximum de personnes. N'oubliez pas non plus de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait parce que j'ai encore plein de super vidéos en préparation. Sur ce, je vous souhaite de bons poils. Moi, j'en ai tellement plein les yeux que je vais aller m'épiler les rétines. À la prochaine les amis!